Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne assemblée et je cède la parole au directeur scientifique de l'Institut, Paul Morin. Oui, donc, merci Frédéric. Donc, bien le bonjour de vous accueillir à cette sixième assemblée annuelle là, de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrichus. Donc, l'introduction, très brièvement, je la fais avec Mme Robin Marie Goldman, là, qui est PDGA au CIUS de l'Estrichus. Donc, quelques mots d'emblée par rapport à l'Institut et à l'Assemblée annuelle. Donc, l'Assemblée annuelle, dans le fond, c'est l'événement en cours d'année dans lequel, bon, on invite tout un chacun là, à prendre connaissance là, soit des travaux que l'on a faits à l'Institut, soit encore d'une thématique précise. Donc, la thématique aujourd'hui a trait justement à un cadre de référence là, qui va sortir, le cadre de référence du ministère sur les services de proximité qui va sortir là, incessamment, d'après ce qu'on a pu savoir. Donc, c'est vraiment un moment clé là, de notre activité. Comme institut universitaire. Peut-être mentionner aussi par rapport à l'institut universitaire pour les personnes qui nous connaîtraient moins que c'est l'établissement qui est désigné par la loi de santé et services sociaux comme institut universitaire. Et il s'ensuit qu'il y a effectivement une infrastructure de recherche là, qui est mise sur pied. Et donc, nous, on relève là, d'un cadre de référence du ministère qui, entre autres, là, en termes de mandat, fait en sorte que, comme chercheur, on mette de l'avant effectivement le développement des connaissances, mais évidemment, cet avancement des connaissances-là se fait de façon très étroite avec les gestionnaires, les intervenants et les citoyens et les usagers. Donc, on est vraiment dans une perspective de croisement des savoirs, de savoir en action même qu'on pourrait dire. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là là, de développement des connaissances et contribuer à faire en sorte une amélioration des pratiques. Et c'est vraiment un boulot qui est très intéressant. Moi, je parle comme chercheur. J'occupe cette position-là depuis quand même un certain nombre d'années. Donc, très brièvement, c'était juste quelques points que je voulais faire. Et avant de donner la parole à Mme Coleman, seulement d'entrée de jeu, là, remercier tous ceux et celles qui ont gracieusement accepté, la vingtaine de personnes qui ont accepté effectivement de participer à cette activité-là. Comme vous avez pu le voir, on a mis effectivement de l'avant le croisement des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a toujours les différentes perspectives qui sont mises de l'avant, soit gestionnaires, soit citoyens, soit chercheurs, soit intervenants, pour justement faire un croisement des savoirs en lien avec les différentes thématiques que l'on va faire, que va présenter cette après-midi. Donc, bonne présentation, bonne assemblée, pardon, et Mme Coleman, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Paul. Donc, bonjour à tous et à toutes. Là, c'est vraiment avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui, cet après-midi, à cette assemblée annuelle qui nous permettra de poursuivre en fait nos réflexions sur des soins et services de première ligne au sein de l'établissement, le CIUS de l'Estrichus, mais aussi de la population, servant notamment à favoriser la santé et à prévenir des maladies. La thématique de la première ligne place vraiment des usagers au cœur de nos actions. Étant également une porte d'entrée vers des soins et services, ça va nous permettre de répondre aux besoins de la population, d'où sa grande importance pour notre organisation, le CIUS de l'Estrichus, et sur son territoire. Un territoire, comme vous le savez, qui couvre plus de 13 000 km², qui s'étend de Lac-Mégantic à l'Ange-Gardien et qui compte vraiment de nombreux organismes et aussi 9 réseaux locaux de services. Donc, vous l'aurez réalisé, le déploiement des soins et services de première ligne s'échelonne donc sur un long parcours et en continu, un parcours qui est parfois parsemé de défis, d'autres fois d'apprentissage et de solutions. Les réalités auxquelles on fait face ne cessent d'évoluer, donc tout comme les besoins de la population qui sont évolutifs et grandissantes. La première ligne est vraiment un des éléments clés à cette adaptabilité-là de nos équipes et de nos secteurs et on doit faire preuve là, vraiment et donc on doit faire preuve en fait pour assurer le continuum de soins et services et le type de soins et services qu'on développe est vraiment à l'image des besoins, autant de nos usagers que leurs proches, que la population. C'est vraiment avec cette vision puis cet esprit-là qu'on va réussir à construire une réelle culture de première ligne dans notre communauté et ainsi à en faire vraiment un principe qui nous habite tous.
En ce sens, vraiment, notre désignation, comme Paul l'a mentionné, la désignation d'établissement, en fait, d'institut de première ligne en santé et services sociaux, est vraiment pour nous un levier incroyable pour la réalisation de cette vision. Ça va nous forcer également à être chef de file au bénéfice de nos usagers et de notre population. Puis d'ailleurs, plusieurs actions ont été posées au cours des dernières années grâce à la direction scientifique de Paul pour placer vraiment la première ligne au cœur de nos services. Donc, plusieurs projets de recherche impliquant directement des citoyens. Donc, vous pourriez en constater davantage le tout dans les échanges aujourd'hui au travers de différents thèmes, comme Paul a mentionné. Alors, je nous souhaite vraiment une bonne assemblée. J'ai bien hâte de participer puis d'entendre les échanges qu'on va avoir cet après-midi. Alors, merci, Paul. Parfait. Merci, Mme Coleman. Donc, sans plus tarder, j'enchaîne parce que dans le fond, la partie suivante, c'est moi qui l'ai fait en lien avec des éléments de contexte qui sont reliés aux services de proximité. Donc, ce qui est important d'avoir en tête d'entrée de jeu, c'est que, les différents aspects qu'on va approfondir cet après-midi en croisant justement des différentes réflexions, différents acteurs sont liés intimement, étroitement au cadre de référence sur les services de proximité qui va sortir en principe d'ici la fin de l'année. Donc, ce cadre de référence-là, effectivement, vise à améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services. On parle effectivement de la première ligne. Donc, c'est vraiment des éléments clés à très grands traits que je vais vous présenter. Et l'idée que j'ai eue, parce que ça a été de faire un pont avec les travaux, des réflexions d'un homme qui nous a quittés cette année et qui a été un homme de science, mais aussi un homme politique très actif, entre autres dans le domaine de la santé publique. Et j'ai nommé Jean Rochon, qui nous a malheureusement quittés cette année. Et Jean Rochon a publié un texte qui a été diffusé par le Réseau 1 Québec, qui est un réseau bien intéressant au niveau de la première ligne, et qui a été publié le 11 mai de l'année passée dans une série de réflexions sur la première ligne en contexte de pandémie. Et j'ai cru pertinent justement de faire ce pont-là entre la réflexion de M. Rochon et les travaux que l'on a menés au niveau justement de ce cadre de référence-là. Parce que un point que je veux faire aussi, parce que je peux avoir tendance à le prendre pour acquis. Mais il y a deux instituts de première ligne au Québec, le nôtre, celui du CIUS de l'Estrichus et celui de la capitale nationale. Et en 2019, on a eu le mandat, les deux instituts de première ligne, on a eu le mandat de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux d'élaborer un cadre de référence. Donc, il y a eu un petit comité de travail, donc j'en profite pour saluer mon collègue Georges-Charles Thiebaud qui était avec moi sur ce comité-là. Il y avait aussi Claire Garneau qui à l'époque était à la vieille capitale, et il y avait aussi Jessica Gagnon. Donc, nous, on a travaillé pendant 2 années à élaborer, il y a eu la pandémie qui a retardé tout ça, à élaborer, à réfléchir et à cheminer au niveau de l'élaboration du cadre de référence. Et par la suite, ça a été acheminé au ministère et vous comprendrez que ça a acheminé au ministère et que il y a certains éléments qui ont bougé, mais dans l'ensemble, il n'y a pas tant d'éléments que ça à notre connaissance qui ont bougé. Donc, si je reviens, quelques éléments du texte de M. Rochon que j'ai beaucoup apprécié, que je vais vous lire, et par la suite, je ferai un croisement avec justement des grandes orientations du cadre de référence et thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, là, je cite M. Rochon qui a écrit ceci. C'est M. Rochon qui parle. On ne peut plus gérer la première ligne seulement comme la base d'un système dont les principales ressources sont investies dans des hôpitaux offrant des services spécialisés et surspécialisés. Donc la première ligne, il faut la conceptualiser comme un système en soi, desservant une population sur un territoire donné. Ce système est responsable de la mise en œuvre des politiques et des programmes gouvernementaux au niveau local et régional en assurant la coordination de services complets et continus.
dans cette perspective, le système de première ligne doit être conçu comme un consortium des partenaires publics, socio-économiques et communautaires, de même que des citoyens engagés dans la communauté. Ce système est établi sur la proximité géographique et la dynamique commune des acteurs, plutôt que sur une délimitation administrative. Le territoire constitue un lieu d'interaction, de réseau et d'interdépendance entre les partenaires, et les limites peuvent fluctuer selon le déploiement des activités. La gouvernance du consortium doit permettre le passage d'une approche sectorielle et descendante vers une approche territoriale et interactive. Elle est l'assise de la décentralisation des pouvoirs de décision et d'exécution vers les niveaux locaux et régionaux. Et donc, c'est la fin là, de ma lecture du texte de M. Rochon. Et je vais reprendre effectivement certains éléments, certains termes clés, certaines notions clés là, à attirer votre attention en lien justement avec ce cadre de référence-là. Et donc, quand M. Rochon dit, on parle d'un système desservant une population sur un territoire donné. Et donc, le principe directeur du cadre de référence, c'est justement l'adaptation des soins et services aux caractéristiques territoriales et populationnelles. Donc, cette adaptation justement des soins et services aux caractéristiques territoriales et populationnelles montre bien à quel point nous, on a mis l'accent justement sur cette idée-là que, au Québec, il y a différentes régions, même dans les régions, différents territoires. Et donc, il faut effectivement faire en sorte que les soins et services soient véritablement adaptés aux caractéristiques là, spécifiques de ces différents territoires-là. Et donc, ça, c'est le principe directeur. C'est vraiment l'angle qui a été développé. Et donc, en ce sens-là, il s'ensuit justement qu'il doit y avoir là, une mise en œuvre là, en lien avec ce principe directeur-là. Ce qu'on a cherché à faire aussi, parce qu'au Québec, il y a un mot que j'aime bien, là, qui n'est peut-être pas tellement utilisé là, en lien avec la dimension là, santé et services sociaux, peut-être plus en lien avec la dimension culturelle, c'est le terme, c'est la notion de patrimoine. Au Québec, on a un patrimoine d'expérience fort intéressante en regard justement d'un principe directeur comme celui-là. Dans les au Québec, il y a plusieurs réformes, je n'embarquerai pas là-dedans, là, mais il y a eu une époque, là, particulièrement les années 80-90, où on parlait de l'approche communautaire. Et donc, là, nous, ce qu'on a fait, on est rendu au 21e siècle, là, 2021. Et donc, là, ce qu'on a cherché à faire, c'est renouveler justement cette approche communautaire-là, en faisant des ponts, par exemple, avec un concept comme justement celui du capital social, qui réfère justement à l'enjeu de la cohésion sociale d'une société et de la confiance que les citoyens et citoyennes d'une société, d'un pays ont envers leurs différentes institutions. Et donc, ça, c'est vraiment une connaissance sont claires à cet effet-là, puis depuis justement une vingtaine d'années qui ont montré de l'avance, qui ont montré effectivement que ce concept-là était effectivement central. En lien avec ça, en termes justement du renouvellement de l'approche communautaire, outre le capital social, on a mis aussi l'accent sur, ça c'est dans la loi de santé et services sociaux, sur la responsabilité populationnelle des établissements. Parce qu'il faut avoir en tête que cette responsabilité populationnelle-là, de faire en sorte qu'effectivement l'établissement public fasse en sorte qu'effectivement il y ait du curatif, mais qu'il y ait aussi du préventif de la santé publique et qu'on travaille sur les déterminants. Évidemment, mettre en œuvre la responsabilité populationnelle, ça se fait avec l'ensemble des partenaires, notamment les organismes communautaires. On est effectivement aussi dans une perspective évidemment de travail intersectoriel, que ce soit les municipalités, l'éducation, le champ de l'habitation. Et un autre aspect, finalement, en lien avec le renouvellement de l'approche communautaire, c'est mais ça aussi, depuis une vingtaine d'années, ça a pris vraiment un essor extrêmement important, qui est tout justement le partenariat de soins avec les usagers, les proches, les citoyens. Et au Québec, on a un cadre de référence qui, à mon avis, n'est pas encore assez connu, qui date de 2019-2018 plutôt, qui concerne le cadre de référence et le partenariat de soins, qui met de l'avant des principes extrêmement intéressants
par rapport justement au travail clinique et même pas juste au travail clinique, mais entre autres au travail clinique en termes justement là, de partenariat de soins. Et donc, ces trois éléments-là, capital social, responsabilité populationnelle, partenariat avec les usagers, les proches et les acteurs du réseau, c'est ce qui a été mis de l'avant dans le cadre par rapport au renouvellement de la poche communautaire. Et qui est tout à fait en lien, bon, avec le texte là, de M. Rochon. Et en termes d'orientation, justement, par rapport justement aux services là, de proximité, qui sont en lien aussi, bon, comme M. Rochon parle de proximité géographique, de dynamique commune, d'interaction des réseaux et d'interdépendance, de coordination. Mais écoutez, en termes d'orientation, par rapport justement au cadre de référence, on réfère à une orientation, par exemple, qui est la visibilité et l'accessibilité des services. Donc, de s'insérer dans le milieu, de faire en sorte qu'il y ait effectivement une répartition favorable et territorialisée des installations, qu'il y ait une disponibilité d'une source régulière de services, que effectivement, ce qu'on met de l'avant quand même depuis un certain temps, qu'il y ait une véritable accès intégré, harmonisé. Donc, vous voyez, c'est des thématiques, effectivement, qu'on va aborder là, de front cet après-midi avec différentes expertises, notamment, effectivement, l'accès intégré, harmonisé. Une autre orientation qui est fondamentale dans le cadre de référence qui réfère à rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Et bon, au Québec, je pense qu'on est quand même assez unique comme société en Amérique du Nord. On s'est donné des politiques sociales et je pense qu'on les améliore constamment, mais bon, il y a toujours quelque chose à faire, malheureusement. Toujours des populations, des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, le cadre de référence cherche aussi à répondre, à faire en sorte que les services de proximité, tant en termes de proximité relationnelle et de proximité spatiale, répondre aux besoins de ces personnes-là en situation de vulnérabilité. Un autre aspect aussi en termes d'orientation, et là aussi au Québec, on a tout un patrimoine d'expérience là en termes de développement des communautés qui est relié à la santé publique, mais aussi beaucoup justement aux activités de l'organisation communautaire qui est très propre à la société québécoise et qui, à mon avis, est une des fiertés de notre société. Qui contribue justement au développement collectif, le développement local des communautés. Et donc, ça aussi, c'est une orientation qui n'est pas banale de voir le développement des communautés dans ce cadre-là, cadre de référence. L'engagement de l'usager, de ses proches, je l'ai parlé tantôt. Ça aussi, effectivement, c'est toujours effectivement une orientation du cadre de référence et de faire en sorte effectivement là, que cet engagement de l'usager-là puisse effectivement se concrétiser. Ben, ça prend effectivement là, notamment des pratiques de collaboration interprofessionnelle et intersectorielle. Ça aussi, effectivement, on va en parler cet après-midi. Donc, c'est un enjeu. On le sait bien là, que ça fait un certain nombre d'années qu'on met de l'avant ces types de pratiques-là, tant intersectorielles que professionnelles. Bon, je pense que le contexte pandémique a montré encore, si besoin était, l'importance de ce type de pratiques-là. Et bon, je pense que le cadre de référence se situe encore une fois en termes d'orientation tout à fait dans cette ligne-là. Et finalement, bon, la dernière orientation, c'est justement d'agir de façon systémique sur les déterminants de la santé et du bien-être. Donc, c'est des grandes orientations, mais qui sont reliées effectivement à cette idée-là de services de proximité qui sont coordonnés à un niveau qui se veut un niveau là, au plus proche des citoyens. Écoutez, c'est sûr que, bon, au Québec, on a beaucoup, comment est-ce qu'on peut dire ça, que ça allait quand même évoluer, là, ça fait un certain nombre d'années que je m'intéresse à ce domaine-là, et bon, c'est sûr que ça a bougé ces dernières années, bon, avec la réforme de l'ancien gouvernement vers une plus grande centralisation. C'est sûr qu'on ne se cache pas que de faire de proximité à l'intérieur de structures qui sont beaucoup plus importantes qu'il l'était auparavant, par exemple à l'époque des CLSC ou des C3S, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Puis bon, comme M. Rochon parle de décentralisation des pouvoirs de décision et d'exécution, on comprendrait que c'est pas à l'intérieur d'un cadre de référence là, aussi sympathique qu'on pouvait l'être, parce que ça, c'est franchement politique, là, cet aspect-là de décentralisation
Et bon, peut-être que le Premier ministre nous a annoncé une loi à cet effet-là, on verra bien ce qu'il en est. Mais ce qui est important d'avoir en tête, et c'est une thématique justement là, qui est abordée cet après-midi, on parle de gouvernance collaborative. Donc aussi, on retrouve cette idée-là dans le cadre de référence de gouvernance collaborative en lien justement avec des dynamiques intersectorielles. Donc, c'était à très grand trait, là, dans un monde idéal, on aurait bien voulu présenter le cadre de référence, mais bon, c'est évidemment la prérogative là, du gouvernement de sortir ce cadre de référence quand bon lui semble, et en principe, ça devrait être incessamment. Donc, je terminerai ma présentation maintenant et je passerai la parole à Claire-Marie Lejeune pour la première thématique. Merci beaucoup, Paul. Donc, Jess, effectivement, tu peux remettre la présentation. Merci. Donc, on va commencer avec le thème numéro 1 de cette assemblée. On va avoir deux présentateurs, Audrey Jeanne-Baudouin, qui va nous présenter les aspects plus conceptuels du thème 1, qui est adaptation des services aux caractéristiques territoriales et populationnelles, et rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Audrey Jeanne va nous parler pendant 10 minutes. Elle sera suivie par Georges-Charles Thiébaut qui, lui, nous présentera un exemple concret qui illustre et reflète les concepts qui seront présentés. Et par la suite, on aura un échange avec des discutants qui seront Mireille Fortin, André Labbé et Marisol Garcia, qu'on présentera tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on commence. Audrey Jeanne, tu as 10 minutes. Quand tu seras rendue à 9 minutes et 45 secondes, je te ferai un petit coucou si jamais je vois que tu n'es pas sur le point de conclure. Donc, Audrey Jeanne, c'est à toi, tu as la parole. C'est bon, merci beaucoup Claire-Marie. Donc, en effet, Audrey Jeanne-Baudouin, je suis chercheure d'établissement à l'UPLSSS, particulièrement là, dans l'axe développement de la famille, développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté. Donc, j'ai été désignée pour vous introduire là, les deux premiers concepts de l'après-midi en lien avec les services de proximité, soit l'adaptation des services, puis les stratégies pour rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Comme j'ai essayé de le schématiser là, dans la diapositive que vous voyez à l'écran, j'ai l'impression qu'il y a une base commune à ces deux concepts-là, qui est vraiment la fine connaissance d'avoir des caractéristiques populationnelles et territoriales du territoire où qu'on s'intéresse. Donc, c'est important, c'est vraiment un préalable important d'avoir cette connaissance-là pour pouvoir adapter les services aux caractéristiques populationnelles et territoriales. Puis, pour ce faire, il y a différentes façons de le faire, évidemment. Puis, notamment là, de développer des services de proximité qui vont être adaptés aux personnes en situation de vulnérabilité, dans le but, évidemment, des rejoindre là, dans une optique d'équité en santé. Donc, si on va à la prochaine diapositive, on va se concentrer là, pour l'instant pour le premier concept. Prochaine diapositive. Donc, l'adaptation des services. On peut encore faire le prochain. C'est plate que je sois obligée toujours de te le dire comme ça. Je m'excuse, Jessica. Donc, le premier concept là, que je voulais aborder avec vous, c'est l'adaptation des services aux caractéristiques territoriales et populationnelles. Donc, le but ici, c'est vraiment d'avoir des services qui sont accessibles, qui sont efficients, qui vont s'adapter aux besoins des Québécois, là, particulièrement aux populations qui sont en situation de vulnérabilité. Bon, je pense que ça fait beaucoup de sens pour beaucoup de monde. On ne peut pas vraiment être contre la vertu de dire qu'on veut des services accessibles, efficients, puis qui s'adaptent aux besoins de chacun. Mais il est quand même important de souligner que pour atteindre là, cet idéal-là d'adaptation des services aux différents sous-groupes, ça va demander là, une forte capacité d'adaptation au réseau de la santé puis des services sociaux, puis aussi à tous les partenaires là, qui offrent également une large part des soins et des services aux populations locales. Puis, comme je vous l'ai aussi déjà dit, ça va nécessiter aussi une fine connaissance des caractéristiques populationnelles et territoriales. Donc, on peut notamment là, se baser sur les données des profils populationnels, des profils épidémiologiques pour bien comprendre les caractéristiques de la population sur un territoire donné. Un peu comme Paul mentionnait tout à l'heure, le territoire peut varier. Donc, l'échelle territoriale sur laquelle on va analyser les caractéristiques puis adapter les besoins peut varier. Là. Ça peut être des fois un quartier, une ville, un RLS, mais des fois, ce n'est pas nécessairement aussi coupé de façon administrative. Ça peut être quelques quartiers ensemble si ils ont des besoins au niveau territorial et populationnel qui sont relativement homogènes, puis ça fait du sens finalement d'adapter le service à cette échelle-là. Donc, la prochaine diapositive, en effet, là, celle qu'on voit à l'écran, oh non, excuse-moi, celle qu'on voyait à l'écran, ça montre en fait deux exemples de méthodes
qu'on pourrait mettre en place là, si on veut adapter nos services là, de proximité aux caractéristiques populationnelles et territoriales. Ça ne veut pas dire que c'est les deux seules façons, mais je pense que c'est deux façons qui font du sens, puis qu'on est de plus en plus porté à utiliser. Je pense que c'est intéressant de le conceptualiser, puis de voir les forces, peut-être les limites, puis les différences entre les deux. Donc, à gauche, on a la démarche plus en RLS autour de portraits. Puis à droite, c'est plus la démarche organisationnelle. Donc, la démarche en RLS là, autour de portraits, je vais vous en parler rapidement parce que Georges Charles, dans quelques minutes, va vous donner un exemple super concret de comment il mène une démarche en ce sens-là. Mais le but, c'est vraiment que c'est une démarche qui est collaborative, qui est globale, intégrée, c'est vraiment dans le réseau territorial. Puis ici, là, le territoire et la population en bleu pâle est vraiment au centre de la figure, alors que le réseau de la santé et des services sociaux est en périphérie comme tous les autres partenaires, donc il est sur un pied d'égalité. Donc, c'est vraiment une approche qui va miser sur une collaboration intersectorielle pour avoir un processus là, réflexif sur les enjeux, les leviers, les besoins du territoire et de la population, puis de prendre des décisions qui vont être éclairées sur l'adaptation des services de proximité offerts à cette population-là. Donc, ce qui est vraiment central ici, c'est la collaboration intersectorielle qui est présente à toutes les étapes. Donc, autant pour choisir le découpage cohérent, comme je vous disais tout à l'heure, à quelle échelle on va s'intéresser, c'est quoi notre territoire d'intérêt, c'est-tu ce petit quartier-là, c'est-tu tout le RLS, ou c'est mitoyen entre tout ça. La collaboration va être aussi là, pour identifier les données qui sont disponibles pour faire justement un portrait, donc un portrait des besoins, un portrait des services offerts, un portrait de la population, vraiment essayer de documenter le mieux possible pour s'assurer d'avoir une fine connaissance, je reviens toujours avec ça, ma fine connaissance des caractéristiques populationnelles et territoriales. Puis cette collaboration-là va aussi être utile pour co-développer le plan d'action. Puis, notamment, là, le portrait qu'on va avoir fait auparavant va être un levier aussi. Donc, une fois qu'on a bien fait un portrait, qu'on a bien détaillé c'est quoi les caractéristiques du territoire puis de la population, on peut l'utiliser comme levier pour co-développer notre plan d'action dans une optique de favoriser la santé. Donc, on peut agir sur les déterminants de la santé, sur le développement de la communauté, sur le développement d'offres de services de proximité. Il y a plein d'actions qu'on pourra faire, mais au moins, on va avoir le portrait puis on va savoir vers où aller, puis quel levier utiliser, puis quel enjeu traiter, puis prioriser en premier. La deuxième démarche, donc à droite, la démarche organisationnelle, comme son nom l'indique, là, ça va être davantage centré sur l'amélioration continue là, des processus au sein de l'établissement de santé et services sociaux, en considérant encore une fois l'aspect territoire et la population. Donc, il faut encore avoir une fine connaissance des caractéristiques du territoire et de la population. Donc, le bleu pâle est encore là, mais reste que c'est vraiment un enjeu d'amélioration continue qui est au centre, au début du moins. C'est ce qui a été à la base du changement. Encore une fois, évidemment, là, si on veut mettre en place des services de proximité adaptés au territoire, à la population, c'est quand même nécessaire de consulter et de collaborer avec les autres partenaires. C'est juste qu'ils vont être à une étape, ils vont être un peu plus en consultation, en collaboration qu'en réelle action intersectorielle. Mais quand même, les partenaires là, peuvent être consultés, entre autres, pour analyser les besoins, le développement de changements. Là, on peut, par exemple, par des ateliers Kaizen, en début de projet, voir c'est quoi les enjeux sur ce territoire-là, pour que le CIUS, par exemple, s'ajuste en fonction de ce que les partenaires ressortent. Puis aussi, plus loin un petit peu dans le projet, une fois qu'on a mené un changement organisationnel, de retourner aussi vers les partenaires, de faire peut-être des bilans périodiques, puis d'ajuster en fonction de ce qui ressort, les bons coups, mais ce qui est aussi moins bien été. Donc, prochaine diapositive. J'essaie d'aller rapidement pour pas que Claire-Marie me coupe la parole. Donc, le deuxième concept qu'on m'a demandé de vous présenter, c'était plus les stratégies là, pour rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Donc, actuellement, il y a quand même plusieurs mécanismes d'accès aux services qui transfèrent aux usagers là, la responsabilité de solliciter les services par eux-mêmes. Donc, une fois qu'ils ont trouvé les services ou qu'ils pensent qu'ils ont besoin de services, il faut qu'ils les sollicitent eux-mêmes. C'est quand même une barrière d'accès importante aux services de proximité, là, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité ou les personnes isolées. Donc, le but, c'est de mettre en place des stratégies qui vont viser à rejoindre ces populations-là qui sont en situation de vulnérabilité puis à changer là, le mécanisme pour réduire les inégalités sociales de santé.
Donc, il y a deux composantes là, clés, en tout cas minimalement deux, il pourrait en avoir plus, mais on a quand même un temps limité. Donc, il y a deux composantes clés que je vais vous présenter cet après-midi, qui est important à tenir en compte là, quand on veut mettre en place des stratégies pour réellement rejoindre ces populations-là. Donc, la première, c'est d'offrir des services qui vont aller vers les populations qui ont des besoins. Donc, encore une fois, c'est en lien direct avec ce que je vous répète depuis tout à l'heure. Donc, la fine connaissance de la population, du territoire qui va permettre d'ajouter les services. Donc, c'est nécessaire de connaître, de considérer la réalité de la population, les expériences quotidiennes, les idées des différents acteurs pour mettre en place des services qui vont répondre à leurs besoins, à leurs enjeux, à leur réalité. Puis, notamment à ces enjeux, besoins, réalités-là pour les personnes en situation de vulnérabilité. La deuxième composante, c'est d'établir un contact avec l'usager par des approches de démarchage ou, comme on dit le plus souvent, de faire du outreach pour les groupes ayant des difficultés à accéder aux services de proximité. Le outreach, en fait, là, ça permet d'améliorer la santé, le bien-être, la qualité de vie de la population, d'agir en amont sur les déterminants sociaux de la santé dans une optique d'équité en santé, puis de répondre aux objectifs de responsabilité populationnelle dont Paul faisait référence tout à l'heure. Je vais vous présenter quelques exemples de stratégies là, qui visent à rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Donc, vous pourrez aller à la prochaine diapositive, Jessica. C'est vraiment pas une liste exhaustive, c'est plus pour nous donner des idées, puis peut-être pour partir la discussion aussi qu'on va avoir dans quelques minutes. Donc, une des façons, une des stratégies qu'on peut mettre en place là, pour rejoindre les populations en situation de vulnérabilité, ça peut être de déployer une intervention de proximité qui est adaptée ou intensifiée au sein là, des communautés locales qui sont défavorisées, puis aux personnes vivant différentes vulnérabilités. Donc, ça peut être en mettant en place des locaux accueillants, informels, là, situés vraiment dans la communauté, qui offrent une multitude d'activités. Ça peut être dans les appartements loués, par exemple, comme le fait l'intervention de quartier à Sherbrooke, c'est vraiment un bon exemple. Dans un bloc appartement, il y a différentes activités. Il y a la friperie aussi pour les gens du quartier, mais il y a les services de pédiatrie sociale qui sont dans l'autre appartement d'à côté. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Le principe des cliniques à air ouverte aussi là, va dans ce sens-là, d'être vraiment dans la communauté pour les jeunes. Audrey-Jeanne? Oui? Il faudrait conclure. Oui, je fais ça. Donc, les différents, puis vous en envoyez d'autres, là, mais dans les autres exemples, il y a décrit des équipes de style éclaireur, sentinelle. L'autre d'après, au niveau c'est le même principe là, mon Dieu, je cherche mes mots. Les sentinelles en prévention du suicide, c'est exactement le même principe. Les postes de navigateurs de services autochtones, donc le principe de sécurisation culturelle, de rétablir, soutenir l'équité pour les Autochtones, c'est une belle façon aussi. Puis au niveau de l'itinérance, c'est super médiatisé de ce temps-ci, mais d'offrir des ressources d'hébergement, de leur offrir des services, là, sans condition préalable d'avoir effectué une démarche pour résoudre leurs problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, par exemple, mais de leur offrir des services. C'est toutes des belles stratégies. Donc, tout ça pour dire, ma dernière diapositive, c'est la même que je reviens depuis tantôt. Donc, l'adaptation des services est vraiment à la base, puis après ça, on va pouvoir mettre différentes actions en place pour adapter ces services-là en proximité. Merci beaucoup, Audrey-Jeanne. Tu peux reprendre ton souffle. Tu n'as dépassé que d'1 minute 15. Félicitations. Je passerai tout de suite la parole. Vous pouvez déjà mettre des commentaires ou des questions dans le chat sans problème, mais on aura une petite période de questions à la fin du thème 1. Donc, on va enchaîner directement avec la présentation de Georges-Charles Thiebaud, chargé de projet à l'INES et à l'Institut, et aussi professeur associé à l'ENAP. Georges, c'est à toi. Tu as aussi 10 minutes. Merci beaucoup, Claire-Marie. Est-ce que tu pourrais remettre la diapositive du dessus? Je te remercie. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Puis je vais tenter de relever le défi des 10 minutes. Je vais tenter d'être concis. Donc, le thème de la présentation, c'est Portrait des jeunes en Estrie, adapter les services aux besoins des jeunes de 0 à 21 ans. Vous voyez donc tout à fait le lien avec la notion d'adaptation du cadre de référence sur les services de proximité. Je tiens à saluer mes collègues avec lesquels je travaille. Monsieur Frédéric Kusminski, Oussem Missaoui et Chloé Gaumont de l'INES, et plus spécifiquement du bureau des données, et Madame Medjine Léonard qui fait partie des projets nationaux à l'Institut. Tu peux passer, je te remercie, Jeff. Ah oui, la prochaine est passée, excuse-moi. Donc, le contexte et le mandat du projet, évidemment, vous l'avez compris, ça s'insère dans cette logique du cadre de référence sur les services de proximité. Et plus spécifiquement, on a cherché à se demander avec l'Institut et l'INES comment pourrions-nous valoriser les données massives dont dispose l'INES
pour réfléchir à l'organisation et l'amélioration des services de proximité. Et pour ce faire, on a intégré ce projet au PAGEF, donc le plan d'action pour les jeunes et les familles. Et on a donc voulu mobiliser des données sur les jeunes pour l'intégrer à ce plan d'action, justement, pour réfléchir à l'amélioration des services de proximité. On avait 3 mandats. Le premier, c'était de développer une méthodologie qui permet de caractériser le portrait de la population. Le second, c'était de développer une méthodologie d'accompagnement sectoriel, intersectoriel avec les directions du SUS. Et le troisième, c'était d'expérimenter ces méthodologies en contexte réel, en Estrie, en vue d'une possible mise à l'échelle provinciale. Donc, le résultat ultime, c'était de développer ce qu'on appelle un dispositif d'aide à la prise de décision qui sont fondés sur des données clinico-administratives et populationnelles pour aider les différents et les partenaires pour améliorer les services. Et là, on a 3 angles d'approche. C'est mieux comprendre et mieux analyser les besoins des jeunes de 0 à 21 ans, renforcer la collaboration sectorielle et intersectorielle et améliorer l'adaptation à la coordination des services pour les jeunes de 0 à 21 ans. Il est évident que notre prisme est plutôt autour des services médicaux et psychosociaux, mais on doit l'aborder de façon plus large. De façon concrète, le projet doit mener à la réalisation de 9 portraits. Donc, un portrait pour chacun des RLS de l'Estrie qui sera utilisé dans une démarche d'accompagnement. Donc, vous voyez à la fois un aspect de valorisation des données, de mise en forme de données, de réflexion sur l'utilisation potentielle et l'utilité de ces données, mais aussi tout un aspect d'accompagnement. Vous verrez un petit peu plus tard comment on le matérialise. La question qui est au cœur de nos réflexions, c'était comment développer des processus d'adaptation des services aux caractéristiques territoriales et populationnelles, évidemment, services de proximité. Et c'est une question qui est à la fois au cœur du projet, mais au cœur des réflexions sur le cadre de référence de proximité. 4 éléments sont importants. D'abord, bien comprendre ce que c'est la notion d'adaptation. Je serai très bref parce que Audrey-Jeanne a bien présenté la chose. Apprécier les besoins et mesurer l'utilisation. Là, on sera au cœur du projet. Je voudrais faire juste un petit point sur les enjeux associés à la mesure. On pense souvent que c'est une évidence, mais avoir des bonnes données, c'est complexe. Et le 4e élément, on a une obsession aujourd'hui sur les données et la valorisation des données, mais les données ne font pas tout. Il y a un vrai enjeu d'alignement et de création de sens avec les données et les indicateurs dont on peut disposer. Je peux passer, je te remercie. Selon nous, 3 éléments centraux à la notion d'adaptation. Il faut ajuster l'offre de service. Donc, il faut se demander 2 choses. Quelle est l'offre de service qui est la plus pertinente pour répondre aux besoins des usagers et donc aux besoins des jeunes en fonction des territoires? Donc, il y a à la fois une nécessité de l'organiser en fonction d'une connaissance fine des besoins et des caractéristiques territoriales, mais il y a aussi besoin d'avoir une connaissance fine des bonnes pratiques et de qu'est-ce qui se fait ailleurs. Il y a certaines bonnes pratiques qui doivent être mises en œuvre, qui permettent d'avoir des balises pour structurer l'offre de service. Alors, on peut imaginer, par exemple, aujourd'hui, la déclaration de grossesse obligatoire qui permet d'identifier les naissances sur un territoire et peut-être avoir plus de facilité pour faire du démarchage. Et un autre élément central, c'est une planification et une coordination territoriale conjointe pour pouvoir fixer des objectifs populationnels et de mieux intégrer les programmes services. On a des fois une segmentation de ces programmes services qui nuit à leur intégration au niveau territorial. Autre élément, c'est la couverture de services. Une fois qu'on connaît un petit peu qui sont nos populations, qui sont les plus vulnérables, est-ce qu'on a vraiment mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour les rejoindre et donc assurer la meilleure couverture possible. Dernier aspect, la globalité. Audrey-Jeanne en a beaucoup parlé, mais avoir des actions à la fois de détection, de prévention précoce et curative, mais mettre de l'emphase sur des actions intersectorielles qui vont agir sur les éléments qui sont en amont du développement des jeunes et de leur santé à l'âge adulte ou lors du passage à l'âge adulte. Donc, des actions sur les déterminants de la santé et sur les milieux de vie. On pense notamment au milieu éducatif ou au milieu de garde. Puis l'autre aspect de la globalité, c'est des approches qui sont biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles, donc dites globales. Je peux passer aussi, je te remercie. Là, on est au cœur du projet. On a, dans chacun des portraits par RLS, on va retrouver 3 profils. Un profil populationnel des jeunes, qui est somme toute classique, qui existe déjà dans la majorité des santé publiques des CIS et des SUS de notre province, mais donc des données sur les déterminants de la santé et des données sur ce qu'on qualifie les marqueurs du développement, qui sont un petit peu des mesures qui permettent d'apprécier le degré de développement des jeunes et leur santé. C'est des indicateurs qu'on retrouve assez facilement, mais on a fait un exercice d'identifier ce qui était spécifique aux jeunes de 0 à 21 ans et aussi de les classer en fonction de catégories d'âge. Alors, on va retrouver des indicateurs de base, des indices de défavorisation sociale et matérielle,
mais aussi des indicateurs autour des ratios de place en service de garde. On sait que c'est un facteur de protection très, très fort, notamment pour les populations vulnérables. La répartition des jeunes en fonction des facteurs de vulnérabilité de 0 à 5 ans, qui sont tirés des enquêtes québécoises sur les jeunes à la maternelle. Et puis, par exemple, le taux annuel d'élèves sortant sans diplôme. On sait que c'est un enjeu. Un enfant qui sort sans diplôme au secondaire a plus de chances d'avoir un indice de défavorisation matérielle fort et donc de développer des maladies chroniques. On sait qu'il y a un lien entre les deux. Donc, on tente d'avoir une vision longitudinale et systémique dans l'approche sur les déterminants de la santé. Puis le profil épidémiologique qui est vraiment là très médical, on s'est demandé comment se répartit la maladie dans la population des jeunes à 0-21 ans. Est-ce que c'est comparable d'un territoire à un autre? On a regroupé des données sur les diagnostics dans 16 grandes catégories de profils de santé. Je vous ai donné quelques exemples dans la diapositive, mais mineur aigu, chronique modérée, santé mentale léger et modérée, santé mentale grave, on en a 16 comme ça, et on s'est demandé, est-ce qu'on va retrouver une répartition, une distribution qui sera la même d'un territoire à un autre? La réponse est quasiment évidente, non. Mais on s'aperçoit qu'il y a certains territoires dans lesquels des enjeux de santé physique sont plus importants que d'autres, certains territoires dans lesquels les enjeux de santé mentale et modérée sont plus importants que d'autres, et dans certains territoires qui ont des enjeux de santé mentale graves de façon plus importante. Ça devrait nous pister, associés aux déterminants de la santé, sur quels seraient les bons services pour répondre aux besoins. Ça veut dire qu'il n'y a pas une uniformité de besoins et donc il n'y a pas une uniformité d'organisation des services d'un territoire à un autre. Et on a conclu avec des profils d'utilisation des services dans lesquels, là, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de mesurer comment les services sont utilisés et avec quelle intensité? Alors, des indicateurs de base, somme toute, rien de révolutionnaire, mais des taux d'utilisation en fonction des taux d'utilisation populationnelle pour les services de santé mentale première ligne ou des services d'urgence et d'hospitalisation de santé mentale. Donc, on a vraiment découpé ça, première ligne jeunesse, avec GED, donc jeunes en difficulté, santé mentale, CIP, donc le programme pour les 0,5 ans et les familles, la protection de la jeunesse, les missions en centre hospitalier, visite aux urgences, comme je vous ai dit, hospitalisation, et des données sur les médecins omnipraticiens. Le jeu ici analytique, il est de croiser ces trois profils pour s'interroger sur à quel point sommes-nous adaptés en fonction des besoins, à quel point les services répondent aux besoins. Et il y a un autre jeu analytique à faire dans le profil d'utilisation, de regarder le lien première et deuxième ligne, service de proximité, centre hospitalier. Est-ce qu'il y a un rapport inversement proportionnel entre l'intensité de service en première ligne, santé mentale, et les visites aux urgences, santé mentale? Je vous ai avant le pitch, même si je ne peux pas vous présenter de données aujourd'hui, que c'est le cas. Les territoires qui ont moins d'utilisation de services de proximité, entre guillemets, ou en tout cas de services de première ligne santé mentale, on constate beaucoup plus d'utilisation de visites aux urgences en santé mentale. Tu peux passer à la prochaine. Je vais gagner un peu de temps sur celle-là. Les données, ce n'est pas si simple que ça à obtenir, pas si simple que ça à mettre en forme. Il y a des réels enjeux de disponibilité des données. Il y a des enjeux de qualité des données et de validation de celles-ci. Et puis, on a des enjeux de construction d'indicateurs. C'est intéressant d'avoir construit des indicateurs dans son laboratoire ou dans sa bibliothèque ou dans son bureau, mais sont-ils réellement utiles pour les utilisateurs? Et donc, il y a une nécessité de co-construire les indicateurs qui seront utilisés par la suite. On peut passer. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la nécessité d'aligner et de créer du sens. On ne construit pas des mesures pour construire des mesures. Il faut qu'ils soient alignés avec les objectifs stratégiques locaux et régionaux. Qu'est-ce qu'on entend par service de proximité? Qu'est-ce que sont des services de proximité? Jusqu'où veut-on décentraliser et à quel niveau? Quelles sont les modalités d'organisation des services qui sont associés à ces services de proximité? Comment les pratiques cliniques vont y être également alignées? Les données doivent répondre à ces choix-là. Si elles sont déconnectées de ces éléments, on ne pourra pas avoir des données qui seront utiles. Je vais vous donner un exemple simple. On a tendance à avoir des données de type volumétrique, des nombres d'interventions, des nombres de visites. Ça ne permet pas réellement d'avoir une réflexion populationnelle qui serait plus intéressante sur des bases de qui, donc combien de jeunes, où sont-ils, sur quel territoire vivent-ils. Donc, de ce fait, dans nos portraits, nous avons décidé, et même si c'est imparfait, de prendre comme base d'unité d'analyse le RLS et comme unité de mesure la population, et plus spécifiquement la population des jeunes, découpée par âge ou découpée en fonction de la langue. Et la construction de sens, c'est tout ce processus, je te vois et je vais finir dans quelques instants, c'est le processus d'analyse conjoint avec les partenaires sectoriels et intersectoriels pour arriver à la fois à faire le diagnostic de la situation et mettre en œuvre des actions conjointes au niveau local pour les faire cheminer jusqu'au niveau stratégique régional.
Et ma dernière diapositive, s'il te plaît, et je m'arrêterai là pour éviter de prendre trop de temps. Concrètement, le projet, c'est cet élément-là. Une phase 1 qui était la caractérisation de la construction des portraits, qui va se terminer en décembre de cette année. Et une phase 2 qui sera un accompagnement. Et l'accompagnement va débuter en février avec le RLS de la Haute-Yamaska, où on va justement procéder à cette co-analyse, co-construction des diagnostics et des actions conjointes à mettre en œuvre. Et l'idée, c'est de réinjecter ces données et ces portraits au sein de la structure de gouverne intersectorielle pour qu'elle chemine jusqu'au niveau tactique et stratégique, pour qu'une réflexion sur l'allocation des ressources puisse être menée et que cet exercice ne soit pas juste un exercice qu'on fait une fois, mais un exercice récurrent pour que le processus d'adaptation se fasse de façon continue. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus, ce n'est pas un fait qui est établi. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Georges. Te connaissant, je vois que tu as fait un grand effort pour rentrer dans tes 10 minutes et je te remercie. Oui. Jess, tu vas pouvoir arrêter le partage d'écran. On va passer à la section avec nos discutants. Donc, Mireille Fortin, coordonnatrice périnatalité, petite enfance et mission hospitalière de la direction du programme jeunesse. Je te demanderai d'allumer ta caméra, s'il te plaît. Ensuite, André Labbé, chef de service à la direction de la protection de la jeunesse. Toi aussi, s'il te plaît, André, quand tu pourras allumer ta caméra, ce sera super. Et avec nous sera aussi Marisol Garcia, coordonnatrice du comité proximité famille d'Ascot en santé et de la concertation École La Roque Communauté. On va poser une question à nos discutants qui vont avoir 2 minutes chacun pour y réagir et pour voir comment ça résonne, les 2 présentations qui viennent d'être réalisées, comment ça résonne dans leur milieu de pratique. Donc, Mireille, André et Marisol, en fonction de votre expertise, comment réagissez-vous à la présentation ou à certains aspects des 2 présentations que vous venez de voir, que ce soit les concepts plus théoriques présentés par Audrey-Jeanne ou l'exemple qui vient d'être présenté par Georges Charles. Fait que je vous propose que je vous nomme et ensuite je vous laisse la parole chacun à votre tour. Donc la première que je vois dans mon écran, c'est Mireille. Fait que Mireille, vas-y, la parole est à toi. Merci beaucoup. Présentement, pour moi, ça résonne totalement en cohérence avec nos actions, puis dans le développement et l'amélioration de nos services qu'on met en place, autant quand on parle dans l'utilisation justement des caractéristiques de la population et du territoire que des données qu'il faut qu'on puisse utiliser pour la construction de nos services. Et j'apporterai à ce moment-ci un exemple dans notre programme d'intervention en contexte de négligence. On a présentement l'opportunité de développer, rehausser justement nos services. Donc, on le fait en utilisant, oui, les données populationnelles. Elle est où notre clientèle justement vulnérable? C'est quoi les caractéristiques? Autant dans le déploiement de nos nouvelles ressources, mais on ne le fait pas toute seule. On le fait également justement avec nos partenaires communautaires. Qu'est-ce qui existe sur les territoires? C'est quoi les services qui sont déjà offerts? Comment on peut les faire en complémentarité, en continuité, qu'on soit capable aussi, tu sais, de favoriser aussi, quand on dit le outreach, pardon, briser l'isolement, notre co-intervention, tisser le filet de sécurité justement sociale, que ça soit moins menaçant, nos facteurs de protection. Fait que pour nous, ce qui a été nommé justement, tu sais, autant par la présentation d'Audrey-Jeanne que celle par Georges Charles, c'est ce qu'on s'emploie à mettre justement, tu sais, comme en pratique dans notre façon justement d'offrir des services auprès de la clientèle. Je ne vais pas prendre trop de temps, fait que je veux laisser aussi la parole à mes collègues. C'est parfait, merci beaucoup Mireille. Je donnerai ensuite la parole à André, puis tu pourras rebondir sur les paroles des autres discutants si tu le souhaites. Fait qu'André, je te laisserai la parole. Comment tu réagis et comment ça résonne dans ton milieu de pratique, ce qui vient d'être présenté à l'instant? Bien, je dirais, premièrement, même si on est davantage un peu vers la deuxième ligne, on a toujours contribué d'une façon ou de l'autre dans les différentes communautés ou dans les différents RLS au développement de certaines ressources. Mais je trouve ça intéressant, c'est parce que ces constats-là de différence entre les RLS ou dans certaines communautés, nous, on les constate. Du moins, on constate souvent des tendances. On n'a pas toujours les moyens de creuser ou d'aller un peu plus loin sur le pourquoi. Est-ce que ces différences-là dans les différentes communautés
où les différentes problématiques ressortent davantage à certains endroits qu'à d'autres, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir mieux s'y attarder et être capable là, de pas juste constater les faits, mais d'être capable de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines problématiques émergent à des endroits plus qu'à d'autres et vice-versa, puis de se donner des moyens un peu plus concrets pour être capable d'intervenir de façon plus appropriée. Là. Parce que sinon, on a tendance à offrir les mêmes programmes, les mêmes recettes un peu partout avec une efficacité des fois qui peut être un peu moindre parce que c'est moins bien ciblé. Là. Merci beaucoup, André. Je donnerai la parole à Marisol. Est-ce que tu as des réactions sur ce qui vient d'être présenté sur le thème numéro 1? Oui, bien, pour moi aussi, ça résonne beaucoup, cette partie théorique. Puis, bien, nous, les travailleuses de proximité qui sont présentes sur le territoire d'Ascot, de La Roque, puis des Jardins Fleuris, avec les 3 tables de quartier, c'est des travailleuses de proximité qui adaptent beaucoup leurs pratiques. Puis, même si elles travaillent toutes avec l'approche de proximité, mais même dans chaque quartier, leur stratégie pour rejoindre les populations en situation de vulnérabilité sont adaptées pour les quartiers. On a beaucoup de données, on connaît les données qui nous disent que ces communautés cumulent plusieurs conditions de vie qui les placent en situation de grande vulnérabilité. Donc, on essaye à chaque fois d'adapter nos stratégies, de chercher de nouvelles stratégies justement pour les rejoindre. Donc, ça varie beaucoup, puis c'est toujours dans l'informel, dans le fait d'offrir des espaces informels pour ces familles, on se place dans un coin des rues pour offrir du café, chocolat chaud, puis sans nécessairement se présenter en disant viens nous parler de tes problèmes ou on est là pour t'aider. Juste l'effet de dire aujourd'hui il fait froid, j'ai vu que tu étais ici, j'ai voulu t'offrir un chocolat chaud. Tiens, on n'a pas besoin d'en parler, mais juste l'effet de nous voir sur les terrains, de nous croiser, ça devient moins menaçant pour les gens qui sont moins habitués d'aller vers les services. Donc, c'est nous qui allons vers les gens. On leur offre des petites choses comme ça, chocolat chaud, l'été, des Mr. Freeze. On se promène dans la rue pour juste se faire connaître puis essayer de créer un lien de confiance avec ces gens-là. C'est comme notre principal objectif. Merci beaucoup, Marisol. Mireille, André, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez envie de réagir? Vas-y, André. De réagir, il y a un des commentaires j'allais dire Charles, mais son nom, que j'ai retenu aussi. Parfois, il peut y avoir une problématique dans un secteur, mais des fois par manque de ressources en première ligne, ou en tout cas, où il notait particulièrement au niveau des problèmes de santé mentale. Je trouve ça intéressant d'aller un peu plus loin là-dedans en disant, mais c'est-tu parce qu'il y a plus de problèmes de santé mentale ou tout simplement parce qu'il y a moins de consultations qui fait en sorte que ça se retrouve plus au niveau, par la suite, dans des problématiques plus lourdes. Est-ce que donc, c'est la théorie qui fait en sorte qu'on sait que lorsqu'il y a des organismes de proximité qui adressent certaines problématiques, généralement, ça a un effet d'atténuer ce type de problème social-là par la suite. Là. On le sait, mais quand il vient le temps de regarder comment on distribue notre ressource ou comment on travaille avec nos partenaires et les réseaux communautaires pour mettre en place les services, on a tendance à oublier un peu cette notion-là. Merci, André. Est-ce que Mireille, tu voulais réintervenir? Dans le fond, justement, ce qui est important, là, c'est d'avoir une bonne connaissance, de pouvoir s'adapter justement dans complémentarité également, travailler avec les différents partenaires, autant qu'on le voyait avec Audrey-Jeanne, puis dans l'information que Georges-Charles nous donne aussi. Puis, tu sais, dans l'adaptation avec la proximité de nos services. Fait que, tu sais, il faut être plusieurs pour pouvoir y arriver. Fait que c'est le fun, on le voyait avec les témoignages de Marisol, puis on le voit aussi là, dans André, aussi les commentaires qu'il apporte. Là. Fait que ce serait vraiment un complément. Merci beaucoup. Marissa, je te redonnerai la parole, puis je vais commencer tranquillement à remonter le fil de conversation pour voir si on a déjà certaines questions. Les questions peuvent s'adresser aux 3 discutants, mais aussi à Georges-Charles ou Audrey-Jeanne. Donc, je vous inviterai, Georges-Charles ou Audrey-Jeanne, vous aussi à allumer votre caméra si jamais il y a des questions aussi pour vous. Et Marisol, si tu veux réintervenir
Oui, mais j'avais dans le même sens que Mireille aussi de l'importance de travailler en collaboration avec les partenaires qui sont sur le territoire parce que nous, on rejoint beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ne sont pas déjà rejoints par les services institutionnels, qui sont plus méfiants, qui sont éloignés. Donc, nous, quand on les rencontre, bien, notre but, ce n'est pas de dédoubler le service, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec ces familles pour ensuite les référer, puis pas juste les référer, mais les accompagner, faire des références personnalisées, de vraiment quelque chose qui va répondre à leurs besoins, puis de créer un lien aussi avec l'intervenant qui va pouvoir l'accompagner par la suite. Donc, c'est notre but aussi de juste créer ce lien de confiance, que c'est déjà très, très gros pour nous, de réussir à créer ce lien de confiance avec ces gens pour ensuite pouvoir l'accompagner vers les services qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Super, fait que merci beaucoup. Je vois qu'on a des questions et des commentaires dans le chat. Dans l'ensemble, donc je vois que la présentation de Georges a l'air d'avoir intéressé des participants. Le travail décrit par Marisol a soulevé aussi un intérêt. On a une question de Ginny Maillot. Est-ce que le réseau aura les moyens en ressources humaines et financières pour déployer des initiatives telles que mentionnées en exemple? C'est une bonne question à laquelle moi, je ne pense pas avoir de réponse. J'aimerais vous permettre justement une tentative de réponse à ce niveau-là. On le connaît, c'est partout, c'est vraiment là, mondial, c'est dans tous les domaines, la pénurie de ressources. Je pense qu'il faut faire un pas de reculons, puis penser, puis travailler autrement. Travailler justement en complémentarité pour être capable d'innover, de sortir justement des sentiers battus, de concevoir différemment, d'y aller avec la force du réseau, de la collaboration pour pouvoir offrir les services. La pénurie, elle est là, puis il faut être capable de voir aussi le bon service au bon endroit par la bonne personne au bon moment. Est-ce que c'est proche dans la proximité? Fait que ce regard-là, ce recul-là nous fait justement comme concevoir différemment nos services et je pense qu'il va nous amener à quelque chose d'encore meilleur. OK, on va passer au travers, là, on va se le dire, ce n'est pas nécessairement évident, mais moi, je le vois là, sous un bon œil. Merci. Je pense qu'André, tu voulais peut-être réagir, puis ensuite Georges, je pense. Oui, mais peut-être un peu dans le même sens. Est-ce qu'on a les moyens, ou du moins parfois on a peut-être les moyens de changer notre posture, ce qui coûte moins cher que d'engager des ressources. Je pense notamment à un programme que la pandémie a mis un hold, mais qu'on veut relancer sous peu, qui était à l'intérieur de la loi de protection de la jeunesse. Il y a une étape qui s'appelle l'étape d'orientation ou l'étape de révision où on décide de mesures qui vont être proposées à la famille, où historiquement, oui, effectivement, on se positionnait davantage un peu comme expert au niveau de la protection de la jeunesse. Le programme Ma famille, ma communauté qui a été fait ailleurs, mais c'est vraiment, mais on peut déjà commencer à le faire sans l'inscrire dans un programme qui est d'inviter autour d'une famille avant de prendre la décision concernant un enfant, l'ensemble des acteurs d'une communauté. On peut parler de petites communautés où on peut inviter, c'est pas nécessairement juste des organismes publics ou communautaires, mais ça peut être des tiers, des gens qui ont tout simplement un intérêt à l'égard de la famille ou de l'enfant à pouvoir répondre ou du moins à proposer des alternatives autres. Bref, c'est de changer, d'aller d'une posture plus d'expert à une posture de se servir de cette table de révision-là, de cette... le mot m'échappe, bref, de cette étape-là au niveau de la LPJ pour accompagner les communautés à nous aider à prendre une décision comme partenaire quand on a à prendre des décisions par rapport à un enfant, par exemple. Super, merci André. Georges, tu avais allumé ton micro. Est-ce que c'était pour intervenir toi aussi? Oui, j'allais répondre aussi, mais quasiment tout a été dit. Je pourrais plus juste ajouter en disant, je suis tout à fait d'accord avec vous, innover ou en tout cas revoir comment on organise les services. Et je pense que c'est ce qui est au cœur du texte de Jean Rochon. Jean Rochon dit il faut renvoyer les services à un niveau où la prise de décision, enfin, il faut renvoyer les services à un niveau territorial où la prise de décision est la plus pertinente et l'organisation des services permet le mieux de répondre aux besoins des usagers. C'est pour ça qu'on parle de décentralisation. Et ça rendra, à mon avis, je peux me tromper, je ne suis pas un clinicien, mais les services bien plus efficaces et la capacité à renforcer la pertinence, ce qu'on entend souvent, le bon service à la bonne personne au bon moment, plus fort. Je disais, André, des fois, est-ce qu'on a pris bien la bonne décision dans l'allocation des ressources en fonction des besoins? Et des fois, ça n'arrive pas. Si on avait peut-être une décentralisation de ces capacités-là, ça permettrait
peut-être de mieux prendre en compte les besoins et donc, de ce fait, de mieux allouer les ressources. Et je dis les ressources au sens très large en fonction des territoires. Et je crois que c'est ce qui est derrière beaucoup la notion de service de proximité. Merci beaucoup. Il nous reste même 2 ou 3 minutes si on veut prendre des commentaires ou des questions supplémentaires. Ne faut-il pas cependant réinvestir dans les services de première ligne, dans l'organisation, l'intervention communautaire? Question de Jean-François Rose. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une suggestion, une proposition? Je ne sais pas. Il y a un point d'interrogation, mais… Oui, c'est sûr que quand on travaille justement en prévention, on évite justement, comme la dégradation. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire, là, travailler justement avant que se produisent d'autres événements. Donc, l'importance, quand on disait tantôt, d'aller chercher la population, d'aller les trouver, d'aller les connaître, d'apprendre justement comment les recruter, c'est ce qu'on travaille beaucoup dans le programme CIP. J'ai parlé du programme en contexte de négligence, mais cette volonté-là d'aller chercher justement notre clientèle, ne serait-ce aussi que le programme Agirto, il y a tellement de belles idées, mais c'est ça. Le financement, on essaie de le voir, on essaie de l'optimiser quand on en a là, certaines portions, mais la préoccupation de la petite enfance ou de la jeunesse est quand même là, très présente. Je prendrais peut-être un dernier commentaire. Il y a Céline Gendron qui parle, qui fait référence aux commentaires de Marisol sur l'informel, les espaces informels, la relation informelle et les liens de confiance. Et l'importance de cet aspect-là dans l'approche de proximité. Comment on fait pour rajouter de l'informel? C'est moi du coup, j'ai une minute, je me permets de rajouter une question par rapport à ça. Comment on crée l'informel quand on est dans une structure comme un CIS ou un CIUS, par exemple, selon vous? On en a eu des exemples quand même. Ah, oui, je ne sais pas, André, je ne te voyais pas. Vas-y. Non, mais je veux juste Vas-y, André. prendre 30 secondes en disant, quand tantôt j'ai parlé de posture, je pense qu'il y a peut-être une partie des réponses qui est là. On est tous des experts dans notre domaine où on est tous où on peut devenir aussi des experts pour accompagner les gens, nous aider à prendre la meilleure décision, malgré le fait qu'on a certaines connaissances sur certains aspects, eux aussi en ont. Ça fait qu'il y a peut-être une formule dans notre posture qui est une partie des réponses qui serait dans la posture. Ouais. Merci. Mireille, tu peux conclure parce qu'on va arriver au bout de notre thème. André l'a très bien dit, l'approche d'accompagnement et non d'expertise. Merci beaucoup. Merci tous les 5. C'est ça. Merci à tous les 5. On est même à l'heure. Il est 14h04. Donc, vous avez parfaitement tenu dans votre temps des propos très intéressants. Merci beaucoup. Merci à tous. Restez avec nous jusqu'au bout. Je pense que ça va continuer à être très pertinent jusqu'à la fin. Je passerai maintenant la parole à ma collègue Lise qui va être l'animatrice pour le thème numéro 2. Vas-y Lise, c'est à toi.